Il est 18h16, merci de nous retrouver sur CNews et sur Europe 1. Nous poursuivons nos échanges. C'est votre punchline de ce mercredi. On va vous reparler de l'affaire Liana. Pourquoi je vous reparle de l'affaire Liana? Parce que c'est cette collégienne, vous n'avez pas oublié, de 11 ans, retrouvée morte dans le Gers. C'était le 4 juin dernier. Jérôme Barella, donc le principal suspect, est entendu donc ce mercredi, Tanguy Hamon. C'est le principal suspect. Il est entendu par un juge d'instruction qui doit statuer sur une nouvelle mise en examen pour meurtre et viol. Le rendez-vous se poursuit toujours, je suppose, au moment où on se parle? Se poursuit. On a des médias locaux qui annoncent d'ores et déjà qu'il a été mis en examen. On va se faire confirmer ça très rapidement. C'est vrai que le but de cette journée d'interrogatoire, c'était en fait de suivre le réquisitoire supplétif du parquet pour qu'il soit désormais poursuivi, mis en examen pour meurtre et viol sur mineur de 15 ans. Pour le moment, il était poursuivi, jusque-là, il était poursuivi pour enlèvement et séquestration. Donc là, on ajoute des faits nouveaux. C'est lié notamment au résultat de l'autopsie qu'on avait eu pour Liana, où on avait appris que malheureusement, la pauvre Liana avait été violée avant d'être tuée. Donc là, désormais, il va être mis en examen pour viol et meurtre sur mineur de 15 ans. Avec ces nouvelles qualifications, eh bien, Jérôme Barella encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, on sait qu'il, pour le moment, il est resté silencieux depuis le début de cette affaire. C'est vrai que le but aussi de cette journée pour le juge d'instruction, ça va être aussi de le questionner sur les faits, de savoir si enfin il va pouvoir parler. Donc c'est vrai que c'est toujours très important les journées lorsqu'il est face au juge d'instruction. Ouais, c'est une journée particulièrement importante pour l'évolution de cette enquête. Frédéric Loza. Non, écoutez, c'est une horreur absolue. L'enquête, en réalité, ne fait que commencer. Il y aura l'enquête sur Liana et évidemment que les enquêteurs vont reprendre les précédentes enquêtes qui concernaient ce sinistre personnage. Ah, on a un petit décor, visiblement, je le dis pour les auditeurs et pour les téléspectateurs. Voilà. Oui, Frédéric, pardonnez-moi. Non, je disais que les enquêteurs vont également être amenés à reprendre les précédentes enquêtes, donc le parcours criminel de ce sinistre personnage. Oui, avec Rosa notamment, elle disait qu'elle avait subi une 50aine d'agressions sexuelles ou de viols, et il y a peut-être aussi d'autres jeunes filles qui avaient également déposé plainte. Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, on n'en est qu'au début, malheureusement, et on va très certainement découvrir encore plus de choses. Jacques Morel, oui. C'est là sans doute que la perpétuité doit prendre tout son sens. Quand même, quand on a des cas comme ça, si c'est avéré, alors il est présumé innocent aujourd'hui, mais si tous ces cas sont avérés, c'est qu'un cas. Alors, je vous interromps parce que priorité évidemment au terrain. On va suivre avec attention le point presse des pompiers du côté de la forêt de Fontainebleau. Bon, on démarre ? Donc le point de situation de ce soir sur l'ensemble des feux, on est toujours sur le travail dans le massif. On n'a pas en tout cas d'évolution notable sur le feu. L'objectif maintenant, c'est de pénétrer dans le massif point par point. L'impact météo aujourd'hui fait que le vent a renforcé un petit peu certains points qui se sont réactivés, mais c'est normal. On a des points chauds qu'on ne pouvait pas traiter hier qui se réactivent à quelques endroits. Donc on a encore beaucoup de travail sur ce feu-là. Malgré tout, il est toujours contenu dans le périmètre. L'ensemble des moyens aériens ont plutôt travaillé sur le deuxième chantier qui se situe près de Fontainebleau et moins sur le feu initial qui est ici. Malgré tout, on a encore pu bénéficier de la force de frappe des moyens aériens de la sécurité civile pour mettre énormément d'eau. Le relief et le massif de Fontainebleau fait que la tourbe, le côté sableux, nécessite beaucoup d'eau et de moyens puissants. Donc entre ce qu'on a sur les moyens terrestres et les moyens aériens, on va les conserver en tout cas très longtemps pour aller noyer, vraiment le terme est très précis, et viser de manière chirurgicale chaque souche en ce cas qui peut être impactée. On a aujourd'hui encore 950 sapeurs-pompiers sur le terrain, avec des faces forcément des gens qui peuvent se reposer un petit peu et travailler. Et on a encore sur les prochains jours, on a ces renforts-là qui nous sont attribués. On a toujours des travaux de bulldozer par des moyens militaires de la sécurité civile qui viennent nous créer des pistes d'accès. L'objectif, c'est qu'on puisse accéder dans le massif. Le massif a juste des accès des fois piétons. Nos véhicules doivent passer sur quasiment 3 mètres en tout cas de large et on crée des pistes d'accès pour aller noyer et poursuivre ce travail-là. Donc là, ça se poursuit encore sur l'ensemble du secteur. Pour rappel, on a 23 km de périphérie sur ce feu-là qu'on doit traiter je dirais mètre par mètre. Donc là, ça se poursuit encore aujourd'hui, ça va se poursuivre la nuit et pour les jours à venir.
On a la chance là pour la nuit que le vent baisse un peu, donc on a en tout cas dans la lutte que nous avons, on a un peu plus de chance la nuit, donc ça nous permet nous d'aller traiter des points qu'on aura moins à traiter dans la journée. Malgré tout, on a encore beaucoup de travail pour les jours à venir. Voilà pour le point de situation en tout cas de la journée, les éléments en tout cas plutôt favorables. On a en tout cas une météo où la température a un peu baissé. Le vent en tout cas baisse cette nuit, donc ça c'est plutôt favorable pour nous, avec toujours beaucoup de moyens terrestres et aériens. Vous gardez les mêmes moyens, soit aériens, terrestres ? Pour le moment, on garde les mêmes moyens. On a encore la chance qu'il n'y ait pas d'autres sinistres en France où les renforts, en tout cas au-delà du département, nous sont attribués. Donc pour le moment, oui, demain encore d'autres moyens. Maintenant, dans le sud de la France, ils attendent beaucoup de Mistral pour ce week-end. Donc on pourrait, nous, avoir moins de moyens à partir du week-end. Donc pour l'instant, on n'est que mercredi. Demain, jeudi, on garde encore des moyens, tant qu'il ne se passe pas quelque chose d'autre sur le territoire national. Alors là, le terme technique du fait qu'il soit fixé, c'est-à-dire qu'on maîtrise dans cette périphérie-là, marquant le feu éteint. Pour rappel, le feu de l'Andiras, il y a 4 ans, on a mis 2 ans à passer le feu éteint. C'est un peu extrême, mais juste pour vous donner une échelle de valeur, c'est qu'on peut mettre beaucoup de temps à avoir vraiment totalement ce feu-là éteint. Sujet principalement sur la tourbe en profondeur. On a des points des fois à 30 ou 50 cm de profondeur, on a encore 150 degrés et ça réactive des choses comme ça. Donc on peut être sur des semaines, voire quelques mois, d'être certain que le feu soit réellement éteint, qu'il n'y ait plus de danger, notamment pour la population. Le massif forestier est interdit pour pouvoir le réouvrir, notamment pour la saison estivale et que à la fois les randonneurs, les promeneurs et les touristes peuvent se promener, ce ne sera pas immédiat. Tout à fait. Pour l'autoroute, on travaille avec la société d'autoroute pour pouvoir réouvrir, notamment avec les départs en vacances vendredi. Nous, sur la partie feu, on est un peu plus tranquille pour pouvoir réouvrir l'autoroute. Maintenant, il y a des sujets d'infrastructure qui sont expertisés par la société d'autoroute pour pouvoir rouvrir en toute sécurité. Demain, on a un deuxième point sur ce sujet à l'issue d'aujourd'hui. Moi, pour la partie feu, on est un peu plus sécurisé. Malgré tout, il faut qu'encore que certains véhicules puissent circuler sur l'autoroute A6. Donc, on va viser à ce que vendredi, on puisse en tout cas à terme réouvrir pour les départs en vacances. Le feu est toujours actif quand même, du coup, sur les bords de l'autoroute et sur quelle distance? Sur les bords de l'autoroute, le feu n'est pas actif. On peut avoir des points, comme j'ai dit tout à l'heure, où ça peut se réactiver avec le vent, des souches qui vont se réactiver. Donc on les traite encore, mais on n'a pas de feu actif aux abords d'autoroute, ce qui fait que pour la partie sapeur-pompier, je suis un peu plus confiant. Après, il y a la partie structurelle qui appartient à la société d'autoroute, où là, en termes de sécurité, il y a des barriérages qui ont été métalliques, qui ont été impactés, qui doivent changer. Il y a une infrastructure de pont qui est expertisée, qui a été un peu touchée par l'incendie, pour être certain que les gens puissent circuler en toute sécurité. Là, concrètement, c'est quoi ce qui est prévu ce soir pour les pompiers et dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, l'action, c'est vraiment d'aller chercher chaque point de cette superficie de 2000 hectares qui est conséquente et on doit chercher chaque point pour aller l'éteindre. Donc en fait, on continue à noyer et on vient ici ou là sur les points qui se réactivent. On a des fois de la population qui peut nous appeler pour voir une petite fumerole et on vient vraiment aller sur chaque endroit pour aller noyer. Donc il y a vraiment un travail de terrain qui est assez dur. Il faut retourner ces fameuses souches et tout ça pour aller les éteindre. Donc c'est vraiment un travail chirurgical, manuel, très précis. Tant qu'on a les hélicoptères et les avions, on peut mettre beaucoup d'eau et ça n'impacte pas les personnels. Maintenant, ce travail-là, après, s'arrêtera avec les avions et nous, au sol, on continuera d'aller chercher ça sur le terrain. Oui. Je reviens à l'A6. Les feux sont inactifs. Est-ce que vous avez une idée des distances de ces feux, le nombre de... Le feu, quand le feu a démarré et s'est développé, il était à proximité, en tout cas, du barriérage d'autoroute. Donc le feu a touché, en tout cas, l'herbe qui était au contact de l'autoroute. Ah oui, sur l'ensemble. On a à peu près, on va dire, un peu moins de 2 km, en tout cas, de portions d'autoroute qui ont été impactées par le feu. Voilà. Là, il n'y a plus du tout de danger pour les habitants, ils ont pu regagner leur domicile. Les habitants ont regagné leur domicile pour ceux qui le souhaitaient. Il y a aussi des initiatives personnelles où des gens souhaitaient aller dans leur famille. Nous, on n'a pas donné de consigne, en tout cas, là, ni de confinement, ni d'évacuation. Donc les gens peuvent à la fois rentrer chez eux. S'il y en a qui se sentent plus en sécurité ailleurs ou dans leur famille, ils peuvent le faire. Donc nous, on n'a pas en tout cas donné de consigne pour ça. Donc effectivement, les gens peuvent réintégrer leur domicile. Ce qui est certain, ce qu'on signale beaucoup aussi aux élus, c'est qu'on a forcément une odeur de brûlé. On peut avoir de la fumée, on va avoir beaucoup de sapeurs-pompiers. Donc oui, on a encore ce phénomène-là où ça peut sentir le brûlé. Surtout l'été, on ouvre les fenêtres hautes. Donc oui, on fait aussi cet appel à la population pour leur dire qu'on va nécessairement devoir travailler et il y aura aussi de la fumée. Maintenant, nous, notre priorité, c'est la population. Si on avait le moindre doute sur un endroit, on irait ou les voir ou les faire avec nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Oui, Avenel, Avenel, Sébastien,
et le grade c'est colonel. C'est bon pour vous ? Voilà, c'était le point presse des pompiers sur les opérations du côté de la forêt de Fontainebleau. Tanguy Hamon, côté feu, on est un peu plus sécurisé, vient de dire le commandant des opérations, le colonel Sébastien Avenel. Oui, mais on garde quand même des moyens terrestres et aériens sur place, avec 950 sapeurs-pompiers, a dit le colonel. Le but, c'est de noyer le feu, ce qui est parfois difficile, puisqu'il a expliqué que parfois, le feu se cache à 50 cm de profondeur, donc c'est vrai que c'est pas simple. Il va falloir noyer totalement la zone. Avec un point positif, a-t-il dit, c'est que le vent baisse, donc ça peut éviter de raviver les braises et les flammes. Point négatif, par contre, alors on n'en est que dans... On imagine si un autre incendie venait à se déclencher ailleurs sur le territoire, là il faudrait diminuer les moyens qui sont mis à Fontainebleau pour évidemment éteindre un autre incendie. On n'en est pas là, fort heureusement. Donc pour le moment, le colonel avait l'air plutôt satisfait de la façon dont se déroulent les choses. Et Frédéric Claus, ce que disait le colonel également, c'est qu'il faut être vigilant parce qu'il y a des points à 50 cm de profondeur et que ça peut repartir à tout moment, même si effectivement les conditions météo sont plus favorables, moins de vent, les températures baissent, mais voilà, il faut être vigilant, hein. Oui, moi, je ne suis pas un expert, même si j'ai été amené un temps de ma carrière à travailler un peu sur les sujets de sécurité civile. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous interroge d'ailleurs. Oui, les feux de tourbe sont redoutables parce que, ça a été dit, ça brûle sous terre, ça dure des mois, des semaines, c'est pas visible, il n'y a pas de flamme. Certains comparent ça à une sorte de barbecue souterrain et en plus, il y a des fumées toxiques. Mais la France a une spécialité en la matière puisqu'on a porté secours à des grands pays, à l'époque la Russie, il y a 7-8 ans, quand il y a eu des feux de tourbe. Et il faut saluer l'expertise française, je le fais en matière de sécurité et en matière de sécurité civile également. François Derougy, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je pense qu'il faut vraiment rappeler qu'on a en France à la fois des moyens de bonne qualité et des pompiers qui sont vraiment, on l'a vu là, qui montent au front, qui payent de leur personne, parfois même de leur vie. Au péril de leur vie, On a parlé des Canadaires. Moi, je me souviens avoir rencontré des pompiers. Malheureusement, un an après, 2 sont décédés dans un accident. Hein. C'était évidemment pas lié ni au matériel ou autre. Voilà, c'est quand même des métiers très dangereux. Et il faut rappeler que 90% des incendies sont d'origine humaine. Ouais, et que sur les 90%, la moitié sont d'origine volontaire. La moitié. Ça veut dire qu'on pourrait avoir la moitié moins d'incendies s'il n'y avait pas des départs de feu volontaires ou de la négligence coupable. Parce que si on se lance... quand on circule en voiture, c'est quand même pas le geste le plus intelligent. Et ça, là aussi, l'arsenal législatif, c'est peu connu, mais est encore très faible. C'est-à-dire que moi j'ai appris ça en discutant justement avec les pompiers, mais aussi il y a des brigades spécialisées, les gens ne le savent pas, mais il y a des brigades spécialisées dans la gendarmerie pour déterminer les causes d'un départ d'incendie pour pouvoir éventuellement trouver les coupables. Eh bien vous savez que si vous êtes dans une voiture et que le conducteur jette une cigarette par la fenêtre, lui il peut être incriminé, mais si c'est ses passagers, ils ne peuvent pas être incriminés. Oui, donc vous voyez un peu le niveau. Il y a du travail. Il y a aussi le problème, alors c'était pas du tout le cas à Fontainebleau, mais dans le sud de la France, c'est régulièrement un problème du débroussaillage. C'est une obligation légale. Les propriétaires qui ont des terrains sur lesquels il y a des broussailles, ils doivent débroussailler au moins une fois par an. Et là aussi, quand un maire constate que ça n'est pas fait et qu'il enclenche une procédure, souvent il s'écoule 18 mois avant qu'il obtienne une décision de justice. Alors entre-temps, il y a pu y avoir 2 étés avec des risques majeurs de feu. Donc il faut que l'on mette aussi, qu'on révise en quelque sorte nos législations sur ces sujets, nos modes d'action aussi, bien sûr, nos modes de prévention. Jean-Luc Mélenchon qui osait donc faire de la polémique là-dessus, il fait quand même, il est à la tête d'un parti qui s'oppose systématiquement à la constitution de réserves d'eau. Or, les réserves d'eau, elles servent bien sûr pour l'agriculture, elles servent et elles sont nécessaires pour l'irrigation, surtout avec le réchauffement climatique, mais elles servent aussi pour les pompiers en cas d'intervention. Ça sera intéressant, justement, puisque vous l'évoquez, François Derougy, de voir le profil des différents candidats ou de ceux qui vont s'annoncer et ceux qui vont réellement aborder cette problématique climatique et ces mesures drastiques qu'il faut prendre. Hein. Et on le voit bien avec ces incendies qui s'enchaînent. Un dernier mot sur le sujet. Joseph Chouvenel. 2 choses. D'abord, dans les propos du colonel, il est revenu sur 3 fois sur il va falloir traiter chaque souche, il va falloir traiter chaque point. C'est un travail chirurgical. Ça veut dire que c'est un travail considérable. Humainement,
les pompiers qui travaillent et qui vont continuer à travailler, on peut leur tirer notre chapeau. Parce que c'est vraiment un travail épuisant. Au péril de leur vie, comme le disait François de Rugy. Et des agriculteurs aussi qui sont venus leur prêter main forte. Oui, c'est important de leur prenant des rappeler. risques. Et la deuxième chose, j'ai un petit désaccord avec François de Rugy, c'est oui, on a du matériel, oui, la France est équipée, mais c'est insuffisant. Ceux qui nous en parlent le mieux, c'est les pilotes de Canadair, qui nous disent depuis des années que leur matériel est maintenant obsolète, qu'ils n'ont pas de pièces de rechange, qu'il y a un problème d'entretien. Et là, les gouvernements successifs n'ont pas fait leur travail parce qu'ils n'ont pas été dans la durée. Gabriel Attal, quand il nous dit « moi, j'en ai commandé 2 », oui, le même Gabriel Attal, ensuite, a annulé cette commande de 2. Et donc, c'est le problème du volontarisme. Sur 4, il en a annulé 2. J'étais heureux d'entendre ces exemples que je ne connaissais pas d'entreprises françaises qui commencent à faire... Mais on manque de volontarisme politique. Pour dire, voilà, on y va, on fabrique, alors ce qu'on appellera, comme on veut, des avions bombardiers d'eau français. Effectivement, j'ai entendu la TR-72, qui est un avion italo-français. Eh bien, on y va et on fait des avions modernes. Et ça, c'est à l'État d'impulser. Et l'État n'impulse plus. Eh bien, j'espère que les candidats ou futurs candidats parce qu'on a le savoir-faire aussi dans l'aéronautique. À bras-le-corps, et on va suivre ça avec une grande attention. Et ce sont des emplois, les amis, ce sont des emplois. Exactement, aussi. Alors, juste avant ce point presse des sapeurs-pompiers, on revenait sur l'affaire de l'IANA et Jérôme Barella, donc, qui est le principal suspect qui est entendu. Et Gérald Darmanin, donc, a été interrogé, et je vais vous faire écouter Gérald Darmanin, il a été interrogé sur la pédocriminalité cet après-midi à l'Assemblée. On va y revenir avec vous dans quelques instants, Tanguy Hamon. Écoutez ce qu'il a déclaré. Il y a eu exactement 69 626 dossiers d'affaires criminelles connus par les parquets et délictuels qui ont été absolument réétudiés. Plus 15 000 plaintes découvertes, si j'ose dire, chez les services enquêteurs où les gens sont venus déposer plainte, ce qui porte à 85 047 plaintes aujourd'hui recensées dans les parquets de la République. 38% de ces procédures concernent des faits criminels, 62% des faits délictuels. Dans 83% des affaires, l'auteur a été identifié. Et dans 91% des affaires, malheureusement, non seulement il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, mais pour 3/4 d'entre eux, ils font partie du cercle intime et familial des enfants. 36% des victimes sont encore mineures au moment où nous parlons, c'est-à-dire que 64% des victimes qui étaient mineures sont majeures. On peut penser qu'il y a beaucoup de faits prescrits ou de faits qui ont été déposés, des plaintes qui ont été déposées 20 ans ou 30 ans après, d'où l'imprescriptibilité que je demanderai bientôt avec la ministre de la Santé de voter pour les crimes qui concernent les mineurs. Tanguy Hamon, mais je rappelle que la loi Riposte a été adoptée. Exactement, et ce qu'a dit, que je peux ajouter aussi à ce qu'on a entendu Gérald Darmanin dire, c'est qu'ils ont défini au ministère de la Justice 970 dossiers identifiés comme prioritaires, avec notamment 675 personnes qui sont d'ores et déjà incarcérées. Ce qu'a dit aussi le ministre de la Justice, c'est qu'il y a eu plus de 30 000 de ces dossiers en stock qui concernent des faits criminels. Faits criminels, quand on parle d'infractions sexuelles, clairement, c'est des viols. Donc c'est vrai qu'on a un stock vraiment énorme qui traînait sur les bureaux des magistrats, si on peut dire les choses ainsi, avec en moyenne des dossiers vieux de 14 mois. Donc on met en moyenne 14 mois à traiter ces dossiers qui sont extrêmement importants, extrêmement graves. Donc avec 85 047 plaintes recensées donc, dans ces dossiers d'infractions sexuelles sur mineurs, sont les chiffres que nous a donnés le ministre de la Justice. Frédéric Clause, en tant que secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Écoutez, je le redis, il y a une urgence absolue. Il y a près de 3 millions de procédures en stock. Pourquoi il y a eu ce stock qui s'est fait? Ce stock, il a été accumulé depuis à peu près 30-35 ans, parce qu'on a volontairement, les législateurs, complexifié à outrance la procédure pénale. On a réduit l'autonomie, le temps d'enquête et l'initiative des enquêteurs, des policiers. Ce qui fait que les policiers font plus de forme que de fond. Les policiers veulent faire des enquêtes, ils font de la procédure. Voilà, donc aujourd'hui, il faut faire, et là je lance un appel à Gérald Darmanin, qui a été ministre de l'Intérieur, qui le sait, la loi Riposte a été lancée par Laurent Nunez, c'est une très bonne loi.
aujourd'hui, M. Darmanin, lancer le chantier de la simplification de la procédure pénale. C'est directement en lien avec le surcroît d'efficacité qu'on attend des enquêteurs. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une procédure formaliste avec des possibilités de nullité, avec des enquêteurs qui sont complètement bridés. L'intérêt général commande, non pas qu'on foute en l'air les règles de procédure pénale, mais on a abusé des règles de forme. Ça s'est aussi traduit par la baisse d'attractivité du métier d'enquêteur dans la police nationale, ce qui est dramatique. Il y a de moins en moins de policiers qui veulent faire des enquêtes. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Et en même temps, surtout, au final, c'est les Français, les victimes, qui payent l'addition. Comme d'habitude. Un choc de simplification de la procédure pénale que vous lancez ce soir sur que je CNews et sur réclame Europe 1. comme secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. L'appel a été lancé. Et Jacques Morel, une réaction? Ma réaction, si vous voulez, il faut essayer de sortir de ce dossier un peu par le haut, à savoir que ça a créé un choc aussi bien au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Justice. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ont montré l'ampleur du sinistre, puisque les dysfonctionnements constatés dans ce dossier-là, on voit que dans les excédents qui se trouvent dans l'ensemble des parquets, il y a à peu près la même situation que dans la région de Toulouse ou de Auch, et que là, le procureur de la République de Créteil avait été chargé d'un rapport là, en 3 semaines. Il vient de rendre son rapport et il estime que pour pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la délinquance dont sont victimes les mineurs, il faudrait que son parquet se voit renforcé par 3 magistrats plus un greffier. Donc ce qui est valable à Créteil est valable peut-être à une moindre échelle dans d'autres endroits, mais il dit qu'il va falloir créer une permanence spécifique des mineurs parce que ce sont devenus des victimes, si vous voulez, en quantité ingérable par la permanence normale. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale, si vous voulez bien. Programme très chargé, on vient de l'évoquer, avec cette loi riposte, donc adoptée. Mais l'autre sujet phare, et on va retrouver donc Dounia Tangour et Laurent Sélarié, c'est le Parlement qui vote une dernière fois pour la création d'un droit d'aide à mourir. C'est un long processus qui s'achève, un sujet qui divise les Français et même ceux qui nous gouvernent. La prise de position entre celle d'Emmanuel Macron et son Premier ministre est un petit peu différente, c'est le moins que l'on puisse dire. Vote quand vous évoquiez tout à l'heure aux alentours de 19h, mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Dounia Tangour? Oui Thierry, eh bien ça sera plutôt un peu après 19h. Vous l'avez dit, les députés sont divisés à l'image des Français puisqu'ils sont, on le rappelle, les représentants du peuple. Alors dans quelques instants, les députés vont vivre un moment décisif puisqu'ils doivent se prononcer, vous l'avez dit, eh bien, en dernière lecture sur le texte pour instaurer un droit à l'aide à mourir. Alors les orateurs sont en train en ce moment même de se succéder pour expliquer leur position pour 5 minutes pour chaque groupe. Donc chacun défend également une position personnelle parce que de nombreux groupes politiques expliquent qu'il s'agit là d'un choix de chaque député. Chaque député vote en son âme et conscience sur ce sujet très personnel. Eh bien, le texte divise, vous l'avez dit, profondément. Pour ses défenseurs, c'est une avancée majeure en faveur de la liberté de choisir sa fin de vie. Et pour les opposants, eh bien, il soulève de nombreuses interrogations sur le plan éthique et fait peser aussi un risque sur les personnes les plus vulnérables. Voilà les deux positions. Il y a aussi des députés qui nous ont confié qu'ils allaient s'abstenir sur ce sujet. Alors après des débats et plusieurs navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, c'est désormais aux députés de trancher définitivement cette question. Le vote est imminent, il va avoir lieu dans quelques minutes seulement. Je ne peux pas vous dire exactement combien de minutes, mais peut-être dans la prochaine demi-heure, nous aurons les résultats. En tout cas, vous l'avez dit, il n'y a pas de position commune entre le président et le Premier ministre, puisque Sébastien Lecornu a déjà annoncé qu'en cas d'adoption de ce texte, il saisirait le Conseil constitutionnel. Merci pour ce point très précis. On va suivre tout cela avec vous, évidemment, Dounia Tangour, et avec Laurent Sélarié. Je m'adresse à François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Sujet ô combien sensible quand on était confronté à ce genre de situation. Ce n'est pas simple et on voit bien, ceux qui nous gouvernent sont divisés. La France est divisée aussi sur le sujet.
Alors, les Français, si on en croit les études d'opinion, sont sans doute moins divisés d'ailleurs que la classe politique ou que les médecins qui ont toujours été très réticents. Nous sommes là pour soigner, pas pour donner la mort. Bon. Mais il y a un soutien quand même très large dans l'opinion à l'idée que chacun puisse choisir. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir recours, bien sûr, à l'aide à mourir, l'aide active à mourir. Ce sont des législations qui existent, par exemple, chez nos voisins belges, nos voisins suisses depuis de nombreuses années. Donc on a un recul sur le sujet. En France, ça fait quand même maintenant longtemps qu'on en parle et qu'on y travaille, puisque le Parlement y a travaillé déjà depuis plus de 2 ans. Il y a eu une convention citoyenne auparavant. Il y avait eu un engagement d'ailleurs d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Et puis à l'Assemblée nationale, on a vu qu'il y avait un vote qui était à la fois totalement libre dans chaque groupe, et moi je trouve que c'est très bien que sur un sujet comme ça, les députés votent sans avoir de consigne de groupe, et une fois qu'on laisse les députés voter, on voit qu'il y a une majorité assez large, puisqu'il peut y avoir des députés du Rassemblement national qui sont pour, même si la majorité est plutôt contre, et puis des députés de gauche ou du centre ou de droite qui sont contre, alors que la majorité d'entre eux sont plutôt pour. Voilà. Et in fine, je crois que ça correspond à ce que les Français souhaitent, c'est-à-dire un débat à l'Assemblée nationale qui se termine par un vote en conscience, comme on dit dans ces cas-là. Sujet sensible, Joseph Touvenel. Le premier point, Emmanuel Macron avait promis un large consensus. Il n'y est pas. Promesse non tenue. Quel consensus n'y est pas? C'est Emmanuel Macron, au départ, il y a quelques années, avait dit il faudra un large consensus. Il ne peut pas y avoir unanimité. C'est d'accord, non, mais moi je ne suis pas Emmanuel Macron, c'est à lui qu'il faut poser la question. Deuxième point, là où les Français sont d'accord et quasi unanimes, c'est pour les soins palliatifs. C'est-à-dire pour une loi qui a été votée depuis plus de 10 ans et qui n'est pas appliquée. Commençons par appliquer cette loi, qui est une loi d'humanité, qui est une loi qui a le soutien des professionnels, qui a le soutien des Français, qui nous dit quoi? Qui nous dit que chacun doit pouvoir mourir dignement et être accompagné sans souffrance. C'est dans la loi. Pourquoi rajouter un texte qui, lui, ne prévoit pas un certain nombre de sécurités? Le meilleur exemple, c'est que celui qui est sous tutelle ou curatelle, qui n'a pas le droit d'aller retirer tout seul de l'argent à la banque, dans la loi, il pourra dire « Ah, mais moi, je veux bien mourir ». Où est la logique? Quand on entend quasiment tous les professionnels, à commencer par l'ordre des médecins, qui nous dit c'est une mauvaise loi, la priorité, c'est lutter contre les inégalités d'accès aux soins palliatifs. Quand on sait que ceux qui ont les moyens pourront toujours avoir la meilleure médecine, mais ceux qui risquent de passer à la piqûre, ce sont les plus pauvres. Quelle société on veut bâtir? Est-ce qu'on veut une société... Enfin, moi, j'invite tout le monde à aller dans un centre, un vrai centre de soins palliatifs. Une question de liberté de choix. Non, c'est pas une liberté. Parce que nous ne sommes pas seuls dans la vie. Tout ce qu'on fait a des interactions. C'est-à-dire que celui qui décide, qui va dire, bah oui, vous allez me suicider. Mais une fois qu'il est parti, celui qui a fait le geste mortel, mais toute sa vie, il va y penser. Nous ne sommes pas seuls. Nos décisions entraînent les décisions des autres. Et puis, il y a tous ceux dont on va se débarrasser parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je trouvais totalement indécent des mutuelles qui montent au créneau en disant « c'est très bien, oui, les mutuelles, vous allez faire des économies ». Nous sommes dans un choix entre la protection de la vie et la fin de vie digne et un choix commercial derrière. On le voit très bien. Et c'est absolument indécent. On le voit à travers cette émission ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Le sujet, évidemment, divise et il est important d'en parler. On va changer de sujet. Je vous attends d'ailleurs sur cette thématique qui va vous faire réagir, j'en suis intimement persuadé. C'est le Sénat qui a annoncé vouloir lutter contre ce qu'on appelle les zones grises de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire, les zones grises de l'information? On voit bien ce que ça veut dire très concrètement. En fait, la commission culture de la Chambre haute a lancé il y a 6 mois une commission d'enquête sur le sujet. On voit tout ça avec Élodie Huchard et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. 55 recommandations pour encadrer les plateformes numériques, les créateurs de contenu et l'intelligence artificielle. Avec comme inquiétude pour les sénateurs l'élection présidentielle de 2027 et une possible ingérence intérieure. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? La Commission propose donc la création d'un observatoire indépendant de la désinformation pour sanctionner ces potentielles dérives. Elle souhaite aussi mieux encadrer les algorithmes des plateformes et l'intelligence artificielle.
Autre cible des sénateurs, les créateurs de contenu. Et quand un créateur diffuse massivement de fausses informations à une audience comparable à une chaîne de télévision, l'Arcom doit pouvoir intervenir. Une dérive dangereuse, selon Mathieu Boccoté. Premièrement, la notion d'agent d'ingérence intérieure consiste en fait à traiter toute forme d'opposition qui est extérieure à la pensée dominante comme une forme de subversion illégitime à mater. C'est un concept fondamentalement liberticide. Et par ailleurs, l'appel à ce que l'Arcom contrôle encore plus la vie publique, c'est une volonté de mettre sous contrôle l'espace public intégralement. Une proposition de loi sera déposée prochainement. Les sénateurs souhaitent qu'elle entre en vigueur avant les futures échéances électorales. Allez les amis, je vous attends sur le sujet, mais d'abord ce communiqué d'Agnès Evren que je vais vous lire. Il n'existe aujourd'hui, donc sénatrice LR de Paris, évidemment, il n'existe aujourd'hui aucune proposition de loi rédigée ni déposée reprenant les recommandations de ce rapport. Et je le dis très clairement, je ne co-signerai jamais et ne voterai jamais un texte qui viserait à restreindre la liberté d'opinion ou à instaurer une police de la pensée. Ça fait penser à une certaine époque où le ministre appelait directement le patron de la chaîne d'information, enfin pas de la chaîne d'information, de la seule chaîne pour dire bon, ce soir au journal de 20h, on va traiter ceci, on va traiter cela. François de Rugy, ça revient un peu à ça. C'était Alain Perfit, ministre du général de Gaulle. Exactement, vous avez traité ça. Oui, avec une seule chaîne, puis après il y en a eu 3. Et après, oui, voilà. Et tout le monde a oublié ça, cette période-là. Mais là, ça fait penser un peu à ça, quoi. Oui, en tout cas, oui, ou alors à quelque chose qui serait peut-être une espèce aussi de prolongement du politiquement correct. C'est-à-dire, on dirait, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne peut pas dire en fonction des périodes, en fonction de ceux qui seraient les gendarmes. C'est-à-dire, est-ce que ce serait l'Arcom qui, en plus de ses pouvoirs sur les chaînes de télévision ou de radio, aurait aussi des pouvoirs sur les réseaux sociaux, alors qu'elle n'en a pas, par exemple, sur la presse écrite, et que personne n'a jamais envisagé qu'elle en ait sur la presse écrite. Et que la loi de 1881 sur la presse écrite, elle garantit justement une totale liberté, et qui arrive à faire condamner un journal, même pour des propos diffamatoires ou mensongers, est vraiment très fort. C'est en France, cette liberté de la presse est vraiment très protégée par la loi de 1881. On l'a vu il y a quelques mois sur les questions écologiques, il y a une association, un lobby qui s'appelle Quota Climat, qui veut imposer une police de la pensée sur l'écologie, et qui a d'ailleurs déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui a suggéré à des députés de déposer une proposition de loi sur le sujet, et qui demande ensuite que l'Arcom soit le gendarme. On a le droit de dire ça ou on n'a pas le droit de dire ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la liberté d'expression, sans être naïf sur les éventuelles manœuvres qui peuvent être tout à fait réelles. On le sait, il faut sans cesse les dénoncer, d'ingérence en effet étrangère. On le sait par exemple par rapport à la Chine en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des soutiens par différentes officines. On le sait aussi par rapport à la Russie sur certains débats. Il faut être le plus fort possible par rapport à ça, tout en garantissant la liberté d'expression et d'opinion qui est un des fondements de la démocratie. Allez, j'interroge le journaliste que vous êtes, Joseph Touvenel. Ça peut faire peur, ça. Contrairement au sujet précédent, là, je suis entièrement d'accord avec François de Rugy. Vous voyez, comme quoi, on arrive à terme de l'émission, on commence à être d'accord avec François de Rugy. La meilleure démonstration que c'est nécessaire de laisser notre liberté, c'est qu'on peut discuter. Là, on peut ne pas être d'accord, c'est ça l'intérêt des débats. Aucun intérêt. Ne pas être d'accord avec tout. Par contre, effectivement, quand il y a mensonge, il faut pouvoir le dénoncer, mais avoir un observatoire indépendant... Qui fait l'indépendant ? Moi, je suis désolé. Qui décide ? Quand je regarde l'Arcom, je crois que l'Arcom, malheureusement, je ne parle pas des personnes qui siègent, mais n'est pas indépendant. Parce que c'est le pouvoir. Nous mettez pas mal avec l'Arcom, Joseph Touvenel, s'il vous plaît. Je m'incline devant l'autorité de l'Arcom parce que je suis respectueux des lois de la République, mais j'ai toujours un peu de recul face à ce qu'on nous présente comme des gens indépendants qui vont venir juger à notre place de citoyens ce qu'on a le droit d'entendre, d'écouter et de penser. C'est ça qui est très dangereux. La liberté, c'est pas un absolu, mais c'est nécessaire pour la démocratie. Il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse avoir des sources d'informations différentes. Il faut qu'on puisse dire cette source d'information est mensongère. Et si elle est mensongère et qu'on peut la condamner, il faut la condamner. Mais ce n'est pas une autorité qui serait liée à l'État, quel qu'il soit. J'ai entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, mais si cet homme arrive au pouvoir et qu'il a entre les mains ce style d'observatoire indépendant, les gars, on va pouvoir se taire.
Allez, on va terminer par un sujet très concernant, qui concerne tous les Français. Ce sont les conséquences de cette reprise d'hostilité entre les États-Unis et l'Iran. Ça ne vous a pas échappé. Conséquence, eh bien, les prix du carburant remontent et ça tombe plutôt mal. Nous sommes le 15 juillet, donc il y a beaucoup de Français qui prennent la route, le chemin des vacances et qui doivent faire le plein dans leur véhicule et qui se serrent la ceinture toute l'année pour offrir des vacances, notamment lorsque vous avez une famille nombreuse. Écoutez ces quelques réactions recueillies sur une aire d'autoroute, l'autoroute A10, recueillies par Régine Delfour et Timothée Forget. C'est important de donner la parole aux Français. Écoutez-vous. Ça empêche les gens de partir en vacances, ça empêche l'économie de la France, ça empêche énormément de choses. Moi, je suis chauffeur routier. Cette nuit, je me suis fait siphonner mon 400 litres de gasoil. Les gens, je ne vais pas les juger, mais je pense qu'ils n'ont plus les moyens de rouler. Et moi, je trouve que c'est honteux. Bon, je me sens privilégié, je roule à l'éthanol, donc ça, je ne devrais pas le dire. Mais je crois qu'on est reparti de nouveau pour un moment, donc à travers le contexte géopolitique. Évidemment, c'est ennuyeux, mais que c'est totalement indépendant de notre volonté. Donc, on est totalement tributaire d'une situation sur laquelle on n'a aucune maîtrise. On voulait faire des économies pour acheter des glaces ou des petites friandises pour les enfants. Et le gasoil, ça fait quand même un coût supplémentaire pour les vacances, donc ça augmente la facture pour nos vacances. Plutôt que de faire par exemple un parc d'attractions ou une sortie où il va y avoir un petit quelque chose à payer, là on va en forêt se balader. Bon, c'est pas mieux, on se reconnecte avec la nature, mais du coup ça limite un peu les enfants qui eux préféraient peut-être faire un manège ou un tour de barque ou enfin voilà. Là on fait des activités plutôt gratuites. Voilà, CNews et Europe 1 au plus près de vous et de vos préoccupations. C'est du bon sens, François Desrosiers, mais c'est ça aussi la réalité. Ah oui, d'ailleurs, là, tous les sondages le disent, le sujet numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Évidemment. Et donc, évidemment, les carburants, c'est un point très sensible du pouvoir d'achat parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est quelque chose qu'on ne paye pas par abonnement. La facture d'électricité, même parfois le gaz, tout ça, c'est par abonnement. Le téléphone, la télé, ainsi de suite. Là, il faut aller, chaque fois qu'on prend du carburant, il faut payer. Et moi, je l'avais dit quand il y avait eu le début de la guerre lancée en Iran. Heureusement, on a des substituts, mais évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est le bioéthanol, c'est une filière française. La France, grâce aux agriculteurs, grâce à des investissements dans des outils industriels, on produit du bioéthanol. Donc, c'est un carburant d'origine agricole, végétale. On en produit 2 fois plus que ce qu'on consomme. Donc, on peut équiper nos voitures essence de boîtiers. Et puis, la voiture électrique, évidemment, qui est aussi une solution. D'ailleurs, Donald Trump, bien involontairement, parce que lui, il est contre la voiture électrique, mais il a donné un coup de pouce à la voiture électrique avec ses aventures guerrières en Iran, parce qu'il faut souhaiter que ça se réarrête. C'était parti, ça s'était arrêté, maintenant ça repart. Espérons que ça se réarrête, justement, par rapport non seulement à la paix dans cette région du monde, mais aussi et pour les conséquences économiques derrière. 2 mots de conclusion, Joseph. 2 mots. Il y a quand même un petit sujet qui s'appelle les taxes. Ouais. Alors, des taxes, c'est normal d'en payer, parce qu'on a besoin de payer des impôts et des taxes, mais quand c'est trop, c'est trop. Et là, quand le prix de l'essence monte, il y a un effort à faire de la part du gouvernement, celui qui est décisionnaire en la question, sur les taxes pour éviter que... Il y a des Français qui vraiment ont besoin de leur voiture déjà pour aller travailler. On parle pour partir en vacances, ils en ont besoin aussi. Mais pour aller travailler et qui ont... Rappelons-nous les Gilets jaunes, le démarrage des Gilets jaunes. On ne l'a pas vu venir à Paris. C'était vu de la région. À cause de problèmes sur le prix du gasoil et deux mots qui avaient été tout à fait blessants pour ceux qui sont avec leur vieille bagnole, qui fument des clopes et qui roulent au gasoil. Donc il y avait la blessure, mais il y avait aussi parce que j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler et j'ai plus les moyens de mettre de l'essence dans le réservoir. Et on note également que les Français partent aussi moins loin aussi pour ces raisons-là. Les amis, c'est la fin de ce Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Merci de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Déborah Smadja, Patrick Urban, Céline Génaud, Camille Guédon, Mickaël Dos Santos pour l'information, Ewan Decoq pour la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite sur CNews, c'est Elliot Deval et l'heure des pros. Et sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Hélène Auré. À demain. Bye bye.